Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Aurélie Collat, merci, bravo pour l'organisation de cette matinée. On retrouvera tout à l'heure le président Arnaud Bazir qui viendra conclure donc les 3 tables rondes. Dans 1 heure, on s'interrogera et on vous retrouvera donc tout à l'heure, Laurent, donc pour cette thématique. L'eau du... Voilà, normalement c'est bon, ça fonctionne. Voilà, vous m'entendez bien? Ouais, c'est super. L'eau du robinet est vraiment sous haute surveillance en raison de la présence de pesticides, de micro-polluants et de polluants éternels. Ce sera dans 1 heure, on s'interrogera évidemment sur cette thématique. Et puis, puisqu'on consomme moins d'eau, et c'était un cœur, notamment, madame, de votre démonstration tout à l'heure, madame Béatrice Plat, donc au cœur de notre rapport, entre autres, question. Puisqu'on consomme moins d'eau et que les recettes sont à la baisse, comment financer le mur d'investissement? Tout de suite, justement, pour démarrer, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que la donnée du changement climatique pousse à se pencher sur la rareté de la ressource. Là aussi, on parle de sobriété, justement. Que cette ressource, elle devient aussi un objet de tension. Je vais écarter ça, parce que ça l'arcade un petit peu, voilà. Il n'y a qu'à voir donc toutes ces manifestations violentes qu'on a pu voir autour de ces fameuses bassines, bien entendu. Alors dès lors, comment protéger l'eau? Quelle solution au conflit d'usage pour bien gérer cette eau en la consommant moins et mieux? Voilà quelques-unes des questions qu'on va aborder avec vous. Charlène Descolonges, qui est ingénieure hydrologue, auteure et conférencière engagée en faveur d'une transformation sociétale en faveur de l'eau. Une actrice du terrain, elle vient directement de Nantes, c'est Morgane Priol, directrice de la délégation Maine-Loire-Océan de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui couvre un peu l'ensemble du bassin de la Loire, c'est un établissement public. Et puis Christophe Tanguy, qui est avec nous également, qui est membre et trésorier du bureau de la FP2E, directeur général adjoint stratégie et innovation du groupe SOR. Les entreprises de l'eau, on va le rappeler, qui alimentent 60% de la population française en eau potable et qui gèrent l'assainissement d'1 Français sur 2. Et puis vous aurez la parole d'ici une demi-heure. On vous passera le micro, un petit peu comme l'a fait tout à l'heure avec sa question le sénateur du Pas-de-Calais. Donc il y a quelques minutes. N'hésitez pas à préparer, ça va être passionnant. Pour démarrer peut-être, quel est l'état des lieux en France? On va partir du constat, tiens, Charlène Descolonges, avant de se pencher sur les chiffres et de voir s'il y a vraiment un risque de pénurie d'eau, un petit exercice très court. 3 questions courtes, 3 réponses courtes également, pour bien comprendre, pour avoir un petit peu les clés de compréhension. Comment fonctionne le cycle de l'eau? J'ai bien peur que tout le monde dans la salle sache répondre à la question. J'ai envie ce matin qu'on fasse vraiment de la pédagogie. Vraiment, okay. On va insister, même peut-être parfois sur des évidences, mais c'est bien de le rappeler, que ça infuse bien, justement. Alors permettez-moi peut-être de commencer par quelque chose dont on ne sait pas ou peut-être trop peu. C'est qu'à l'échelle mondiale, 2/3 des précipitations proviennent de l'évapotranspiration, donc l'évaporation des sols et l'évapotranspiration du végétal. En fait, ça, c'est ce phénomène qu'on appelle aussi le recyclage continental qui vise à créer des pluies à partir des végétaux, en particulier des forêts. Donc en fait, le 2/3 des précipitations proviennent de l'évapotranspiration, le tiers restant vient évidemment des influences océaniques. Alors tout dépendra du pays. En France, on est très influencé évidemment par les pluies qui nous arrivent de la façade atlantique. Mais l'été, ça c'est plus une observation saisonnière, les pluies proviennent essentiellement de l'évapotranspiration. Donc le cycle de l'eau, il est ainsi. Il arrive de l'océan, des végétaux, ensuite précipite sur les sols, s'infiltre ou ruisselle, une partie repart par évaporation, va recharger les nappes ou évidemment rejoindre les cours d'eau avant de terminer son cours dans les océans et les mers. Bon, c'est bien pour la première question. Deuxième question, quels en sont les usages? Les grands ordres de Les grands ordres de grandeur. Alors, tout usage confondu, là, on est dans notre environnement petit cycle. Je vais vous ouvrir les chakras grand cycle. Les principaux usages en France, c'est une anomalie mondiale, si je puis dire. Les prélèvements sont essentiellement pour l'énergie électrique, donc pour refroidir les centrales nucléaires ou centrales à flamme. La moitié des prélèvements, donc 16 milliards de mètres cubes d'eau annuels environ, sont utilisés pour refroidir les centrales. Ce volume est essentiellement accaparé, si je puis dire, par les centrales qui se situent sur l'axe rhodanien, pour les centrales en circuit ouvert qui prélèvent mais qui rejettent 98% de ce qu'elles prélèvent.
Et ensuite le deuxième usage, celui de l'eau potable. Si je parle en termes de consommation, là, c'est vraiment les usages agricoles, puisque 58% des 5 milliards de mètres cubes d'eau, donc environ 3 milliards de mètres cubes par an, sont destinés à l'irrigation agricole. C'est de l'eau qui ne retourne pas directement dans les milieux aquatiques où il y en a besoin, notamment en été. Ensuite vient, toujours en termes de consommation, le fameux milliard de mètres cubes d'eau qui partent dans les fuites, qui ne retournent pas directement dans le milieu dans lequel il a été prélevé, et les pertes aussi par évaporation du secteur nucléaire. Donc là, ça concerne essentiellement les circuits fermés. Troisième question, et ça nous permettra ensuite de nous pencher sur la ressource. C'est quoi l'impact ? L'impact de tous ces usages ? Alors, je vais me placer avec l'œil des milieux aquatiques, puisque c'est celui-là qui m'intéresse et qui aussi préoccupe l'ensemble des acteurs. L'impact, il est évidemment en temps d'étiage, donc les basses eaux, un impact quantitatif d'abord, par une baisse des débits dans les cours d'eau, à une période où il y en a besoin. Un impact dont on parle de plus en plus, c'est la question de la qualité des milieux, puisqu'on l'a vu, une baisse des débits engendre une augmentation de la concentration des polluants, notamment en été, de plus en plus préoccupante avec les sécheresses. On y reviendra ça dans la deuxième table ronde. Voilà, et un autre impact dont on n'a pas parlé là encore jusqu'à maintenant, c'est la question de la thermie des cours d'eau. Et donc, évidemment, les rejets plus chauds, et puis avec une augmentation de la température ambiante, va favoriser l'apparition des algues et une dégradation de la qualité des cours d'eau. Alors que nous disait la Cour des comptes, c'était juste avant l'été. Les ressources en eau du pays sont d'ores et déjà affectées et la situation ira en s'aggravant dans les décennies qui viennent. Est-ce que le risque d'une pénurie d'eau existe, oui ou non ? Que disent le GIEC et Météo France, Charlène ? Alors, ce que dit le GIEC, c'est que il n'a pas de regard sur le risque de pénurie d'eau potable. Il a un regard sur l'évolution climatique en fonction des scénarios de gaz à effet de serre. Ce qui nous dit le GIEC, c'est que si on respecte les accords de Paris, dans tous les cas, on va vers une intensification des événements climatiques. Plus de sécheresse, plus de pluie intense. À mesure, pour chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire, eh bien, on va vers une intensification de ces événements-là. On va vers une baisse de l'enneigement, une baisse de la fonte une augmentation de la fonte des glaciers, donc un changement de régime hydrologique sur la plupart des cours d'eau. On l'a vu déjà là ce matin par une évolution de... Alors là, c'était le débit annuel, mais aussi le débit d'étiage. Par exemple, pour vous donner un chiffre, pour un scénario à plus 4 degrés, celui qui a été envisagé par le ministre tout récemment, c'est une multiplication par 5 des événements sécheresse dites décennales, qui ont une chance sur 10 de se produire chaque année. Idem pour la question des précipitations intenses. Les précipitations de période de retour décennale aussi, une chance sur 10 de se produire chaque année, vont être multipliées probablement par 3 quasiment. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement des périodes longues sécheresses plus intenses et plus longues, qui vont commencer plus tôt et terminer plus tard, et des pluies qui vont s'intensifier, qui vont se concentrer sur une courte période, ce qui ne va pas en la faveur de la recharge des nappes et qui va augmenter évidemment le risque d'inondation. Avec un total décalage en effet sur les saisons, on verra justement quand on en reparlera à propos des conflits d'usage. Sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez ? Morgane Priol, vous qui dirigez donc l'agence Loire-Bretagne justement, est-ce qu'il y a péril en la demeure ? Qu'est-ce que vous constatez ? Alors je dirais que on voit en tout cas des acteurs qui, d'une part, sont de plus en plus conscients du sujet et d'autre part, se mobilisent. Alors peut-être qu'il y a encore à se mobiliser plus, mais on voit qu'il y a une vraie prise en compte du sujet et du fait que l'eau est un marqueur du dérèglement climatique et que, comme l'a dit Charlène Descolonges, effectivement, le cycle de l'eau va être fortement perturbé il l'est déjà, mais ça va s'aggraver dans les années à venir. Donc les acteurs en fait font un certain nombre de choses. Bien sûr, ça se tente sur certains territoires, notamment sur les territoires où il y avait déjà un déséquilibre quantitatif, notamment sur la période estivale, puisque c'est celle-là où on a un accroissement des besoins et
parallèlement une baisse de la ressource disponible plus forte. Donc effectivement, on voit les acteurs se mobiliser pour différentes choses, pour travailler sur la connaissance, pour repenser le partage entre les différents usages, tout en préservant les milieux, pour effectivement reconstituer les milieux. On ne l'a pas dit, mais une partie de nos milieux sont dégradés aussi, donc c'est bien sûr commencer par les restaurer. Voilà, et puis travailler la question de la sobriété et un certain nombre d'autres démarches. Et c'est vrai que ce décalage, il apparaît, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière ce reportage de Ouest France, au pont d'Ancenis. On voyait le avant et le après. En juillet, il y avait moins 3 mètres. C'était tout sec. Vous voyez que de la terre. Et puis là, photo faite la semaine dernière, on a fait plus 1 mètre. Tout était recouvert. C'était édifiant ce reportage. Quand on parle de quantité, quand on parle de qualité, est-ce que vous arrivez à établir un pourcentage de ce qui va bien vraiment par rapport au reste sur votre bassin? Ce qui va bien en termes de quantité? On dit que 11% de la ressource, enfin des nappes sont en bon état seulement. 11%. Alors, sur ma région, Pays de la Loire, on dit que 11% des masses d'eau, cours d'eau, donc des cours d'eau, sont en bon état. Cours d'eau. Et effectivement, si on regarde sur l'échelle plus large du bassin Loire-Bretagne dans sa globalité, donc des sources de la Loire jusqu'à l'estuaire, c'est 24% seulement qui sont en bon état sur les cours d'eau. Et on a 88% des masses d'eau nappes souterraines qui sont en déséquilibre quantitatif. Donc ça veut dire, 88 qui sont en bon état et donc finalement 12% qui sont en déséquilibre quantitatif. Inquiète ou pas? Donc effectivement, ça fait qu'il y a un sujet, ça c'est sûr. Et comme l'a dit Charlène Descolanges, il y a différents usages. Donc aujourd'hui, la question fondamentale, c'est d'une, pour tous ces usages, de voir comment en fait on peut réduire notre consommation. Donc la question de la sobriété. Donc là, un certain nombre des collectivités, je pense de ceux qui sont soutenus ici par les entreprises, font des démarches qui visent à mobiliser, j'entendais tout à l'heure, les consommateurs dans le fait qu'ils consomment moins, et notamment sur la période estivale. Ça renvoie effectivement à des questions aussi vraiment de travail sur les zones humides, les cours d'eau. Aujourd'hui, l'Agence de l'eau soutient massivement toutes ces solutions fondées sur la nature. Donc il y a énormément d'argent qui est mis à disposition des différents acteurs pour reconstituer ces zones humides. On en a perdu notamment beaucoup les historiquement. Bien sûr. Or, on sait que ces zones humides, dans le cycle de l'eau, elles font éponge. Donc c'est aussi elles qui nous relarguent de l'eau à des moments où on en a besoin. Repenser le cycle, le cours d'eau pour qu'il méandre plus, pour qu'il y ait bien les différents faciès sur un cours d'eau et qu'on ait un filtre au maximum l'eau, qu'elle prenne son temps. Donc l'idée, c'est vraiment ralentir le cycle de l'eau. Et sur ça aussi, un certain nombre d'acteurs s'engagent aujourd'hui. C'est quasiment un tiers des budgets de l'Agence de l'eau qui vise la restauration des cours d'eau et des milieux aquatiques. Et en ville, donc ça c'est pour la partie, on va dire, des cours d'eau. En ville, ça veut dire permettre cette réimperméabilisation, donc permettre que l'eau, j'entendais effectivement le sénateur sur les eaux pluviales, au maximum s'infiltre dans le sol. Plus elle s'infiltrera et plus finalement le sol sera notre meilleur stockage d'eau et notre garantie pour l'avenir. Donc toutes ces solutions, on va dire, résilientes, on les promeut largement et les acteurs s'en saisissent. Après, ponctuellement, on peut aller chercher d'autres ressources, d'autres substitutions. On va y revenir sur les solutions, parce que justement, je voudrais qu'avec Christophe Tanguy, et on sait que la Fédération des entreprises de l'eau est en pointe justement avec toutes sortes de solutions techniques, toujours sur l'état des lieux, le constat que vous faites, vous, Christophe Tanguy, parce que vous êtes concerné évidemment par la ressource. Est-ce qu'il y a péril? On sait que la Fédération des entreprises de l'eau, vous avez été récemment auditionné sur le thème de la prospective pour la ressource en eau à l'horizon 2050 par France Stratégie. Vous avez dressé un constat plutôt préoccupant. Disons que oui, le constat est préoccupant, parce que de toute façon, ça a été dit ce matin, c'est encore répété. Aujourd'hui, on ne peut que, je dirais, constater ce qui se passe. Monsieur le sénateur est intervenu par rapport à ce qui se passe sur le Pas-de-Calais. Oui. Si aujourd'hui on fait une ligne sud entre Lyon-Bordeaux et on regarde ce qui se passe au nord et ce qui se passe au sud, si effectivement il a plu de façon excessive sur le nord, on est toujours dans des zones extrêmement en déficit dans le sud et le sud-est. Donc aujourd'hui, ça n'a pas bougé et on continue de cumuler du retard significatif sur ces aspects-là. Le deuxième élément, et c'est le côté extrêmement paradoxal, c'est que s'il a beaucoup plu dans le nord-nord-ouest, si on vit ce qui a déjà été vécu par le passé, c'est-à-dire des périodes sans pluie jusqu'au printemps prochain, il ne faudra pas être surpris de voir de nouveaux arrêtés sécheresse, y compris dans ces zones-là, dans lesquelles on va nous dire attention, parce que, etc., etc. Donc il y a un côté totalement paradoxal, avec des flux énormes que l'on capte,
Et puis, je dirais, et le fait que ça nous exclut pas, ou ça n'exclut pas en tous les cas, la problématique de la sécheresse. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui a été par ailleurs développé par Jalen, c'est que en volume d'eau, on reçoit toujours les mêmes quantités, sauf que les lieux sont plus tout à fait les mêmes et l'intensité n'est plus tout à fait la même. Et donc, on a un sujet de stockage pour savoir cette eau qui arrive de façon précipitée, comment est-ce qu'on la préserve, comment est-ce qu'on la garde, parce que dans les mois à venir, on en aura probablement besoin. Et ça, c'est un vrai problème, et il y a un vrai problème de pédagogie pour expliquer tout ça, parce que au mois de mai, si les premiers arrêtés sécheresse sortent, et encore au mois de mai, je suis un peu loin, dès le mois de mars, il va y avoir une incompréhension totale par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est bien ce que vous dites, Christophe, parce que c'est vrai, j'ouvre une parenthèse sur ces fameuses bassines, voilà, pour comme dire, retenir l'eau et la garder au cas où, à usage agricole notamment. On va pas revenir sur les bagarres de Sainte-Soline, bien entendu, mais au-delà de ça, on voit c'est un sujet récurrent, bien sûr. Qu'est-ce que révèlent ces conflits? C'est vraiment un problème de manque de compréhension qu'on a? Je pense que, la problématique de l'eau, je pense qu'aujourd'hui, elle devient une problématique de territoire. C'est-à-dire la bonne compréhension, et ça a été dit, de la bonne compréhension de l'ensemble des usages sur un territoire par les différents usagers. Ce qui nous amène, nous, au niveau de la fédération, à dire on ne peut pas stigmatiser les usagers les uns plus que par rapport aux autres. Ça doit être un problème dit national. Tout le monde doit se sentir concerné. Quand on parle de stigmatisation, vous avez raison, on va stigmatiser le gars qui a une piscine, le gars qui a un golf, on va stigmatiser les agriculteurs. Non. Non, mais tout le monde doit se parler. Tout le monde doit se parler. On doit se partager. Et on doit avoir une bonne compréhension de la façon dont les uns et les autres utilisent. Et puis, c'est de bien comprendre comment fonctionne cette goutte d'eau. La goutte d'eau, elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Or, aujourd'hui, on crée des limitations techniques, administratives, collectivités. Or, la goutte d'eau, elle traverse. Donc, probablement que... et d'ailleurs, ça a été, me semble-t-il, dans un rapport par rapport à la sécheresse 2022, on a dit qu'à un moment donné, les préfets ont mis beaucoup de temps à prendre des décisions sur des arrêtés de sécheresse. Une des principales raisons, c'était le manque d'informations sur la bonne compréhension, la bonne donnée sur le fait qu'on avait, oui ou non, une vraie problématique à tel ou tel endroit. Donc des arrêtés de sécheresse qui génèrent là aussi de l'incompréhension, puisqu'il y a des gens qui se disent « mais pourquoi chez moi j'ai un arrêté alors que mon voisin n'en a pas », etc., etc. Et je pense qu'un des premiers éléments, c'est d'être en mesure de, justement, mesurer l'information, savoir exactement qu'est-ce qu'on a dans nos ressources, comment sont les rivières et de quoi les gens ont besoin réellement. Et donc là, c'est un vrai sujet de compréhension, de communication et de partage de l'information. Morgane, Charlène, quand on entend Christophe qui nous dit voilà, il y a un problème de compréhension, ces problèmes qui sont récurrents, comment vous les expliquez? Vous en avez, vous, des retenues d'eau, des bassines dans votre région, Morgane? Alors oui, on a des retenues de substitution sur la Vendée. Oui. Donc oui, je vois bien le sujet. Donc peut-être pour rebondir, d'une part, effectivement, sur certains territoires, il y a des vraies tensions. Quand je l'exprimais, c'est notable. On n'arrive pas à s'écouter. Avec des difficultés. Il faut réinventer des formats de dialogue ou pas? Alors, il y en a déjà un certain nombre. Je pense qu'elles fonctionnent. Elles ont quelques limites. Des fois, c'est surtout des questions d'hommes, en fait, aussi. Ouais. Mais je partage le point que l'eau, elle est certes dans un grand cycle, mais c'est bien de s'attacher à ce que sur chaque territoire, on regarde l'eau qui est disponible à cet endroit-là. On est sur des problématiques qui sont très différentes d'un territoire à l'autre. Ne serait-ce que si on prend sur mon territoire des questions de consommation totale, de prélèvement, en fait, on a des départements où on a 30 millions de mètres cubes de prélevés et des départements où j'ai 125 millions de mètres cubes de prélevés. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle d'usage. Et on n'a pas non plus les mêmes ressources souterraines. Des fois, on en a. Des fois, on en a beaucoup moins, selon le sous-sol qu'on a. Donc, il faut vraiment s'attacher localement à construire un projet de territoire. Je partage pleinement ce que disait mon voisin. Effectivement, il faut commencer par connaître la situation. Ça veut dire faire un certain nombre d'études. Alors, on l'a évoqué, les questions de scénario sur le changement climatique. On est sur des données qui sont en partie incertaines, donc on fait des modélisations, mais ça doit nous permettre de se projeter sur quelque chose de vraisemblable avec cette accentuation du phénomène, on l'a dit, et d'essayer de construire localement une démarche de partage. C'est ça qui me semble vraiment important. C'est ça, Charlène Descolonges, réinventer quelque part des nouvelles formes de dialogue, de partage. Moi, alors, par mon jeune âge et mon caractère un petit peu engagé, moi j'invite évidemment à changer le modèle, mais à changer
Pas tout jeter évidemment dans le bébé et l'eau du bain, parce que évidemment notre modèle est très envié ailleurs, et beaucoup le savent, mais on n'est pas du tout adapté à cette nouvelle contrainte climatique. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est de regarder les choses de manière systémique, de ne pas regarder l'eau que par le spectre du tuyau, de l'eau potable, mais regarder aussi ce qui est fait au niveau agricole, de comprendre que par les tensions énergétiques, par la demande aussi des citoyens, on recherche une plus grande résilience, d'une manière générale, face à ces événements climatiques extrêmes. La résilience, je la mets sur tous les plans, énergétique, alimentaire, hydrique, tout est lié. Et tout est lié à cette même ressource-là. Et en ça, en fait, pour moi, ce modèle dit des mégabassines ou des retenues de substitution n'est pas du tout adapté à ces contraintes climatiques, puisqu'il ne permet pas une résilience alimentaire, ou en tout cas, c'est pas la volonté qui est affichée. C'est pas non plus une solution durable dans le temps par rapport à la ressource hydrique, puisqu'on induit des pertes par évaporation, puisqu'il y a la qualité qui se dégrade. Bref, il y a plein de problèmes, et puis des conflits d'usage énormes entre les différentes formes d'agriculture, et la résilience énergétique aussi, puisqu'on omet complètement la question énergétique au sens électrique, avec la demande croissante face à la décarbonation, face au mode de mobilité, etc. Donc, en fait, on va vers une cristallisation des tensions autour de cette ressource-là, une augmentation de la... Alors, je finis là-dessus. Oui, non, justement, parce que... Et du coup, pas forcément une sorte d'incompréhension, mais les usagers, les consommateurs, les Français, ne supportent de moins en moins la question de l'accaparement de la ressource en eau au détriment de certains autres usagers. Oui, mais à condition, là encore, de ne pas ostraciser, hein, bien sûr, comme le disait tout à l'heure, stigmatisé Christophe Tanguy. Dès lors, votre constat, il est clair, mais ça veut dire quoi, justement? Il va falloir quoi? Une baisse des prélèvements? Est-ce qu'il va falloir réduire sa consommation? Est-ce qu'il va falloir renforcer le contrôle des autorisations de prélèvement? Concrètement, ça va induire quoi? Concrètement, ça nécessite une plus forte concertation, évidemment. Alors, on a de la chance avec le modèle français, qui est celui instauré avec les agences de l'eau. Il y a une forme de concertation à la base. On peut s'appuyer sur les comités de bassin, sur les commissions locales de l'eau. Là, on s'aperçoit d'une chose. C'est les territoires qui ne sont pas pourvus d'instances de concertation sont ceux qui sont les plus exposés au risque de conflit d'usage. Donc, on a un modèle, mais il n'est pas forcément... Il y a les limites, on pourra en reparler plus tard autour de la gouvernance, mais je pense qu'il y a effectivement une question déjà du partage de la ressource en eau, et en n'oubliant pas la question fondamentale des milieux aquatiques. Aujourd'hui, on ne parle là que du partage entre nos usages, mais on ne parle pas du tout des besoins en eau des milieux aquatiques qui seront doublement affectés par les activités et le changement climatique. Christophe Tanguy, que penser du plan de sobriété des usages de l'eau qui a été présenté il y a 6 mois à peu près par le président de la République, Emmanuel Macron, qui impose une sobriété visant à réduire de 10% les prélèvements d'ici 2030? Je crois que votre fédération des entreprises de l'eau sont pour. Tout à fait. Donc, on a salué en tous les cas, le plan et les 53 actions. Ce qui est important, c'est que dans ce plan, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne met pas en opposition la notion de quelque part de sobriété, la notion de rationnement et le fait d'avoir un travail de fond sur la ressource d'un point de vue quantité et qualité. Et je pense que ça, c'est assez fondamental. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est bien la combinaison des deux. De toute façon, il n'y a pas de solution, ce ne sera pas binaire. Ce sera la capacité à mettre en place un ensemble de différentes dispositions qui permettront on en a parlé, la concertation, le fait que l'ensemble des usagers se sentent concernés, donc on ne stigmatise pas les uns vis-à-vis des autres. Et puis par rapport aux actions terrain, c'est de combiner, ça a été dit, le travail sur la ressource, qualité, quantité, parce qu'on ne peut pas se permettre de la dégrader, sinon on aura des effets collatéraux, et ça a été bien expliqué, avec une concentration des polluants qui nous amèneront à devoir développer des techniques, des technologies pour pouvoir rendre l'eau potable. Et puis l'autre combinaison, c'est amener les gens à mieux et moins consommer. Et aujourd'hui, on doit être, je dirais, entre guillemets, rassuré, c'est que tout existe déjà. Tout existe déjà. Donc ce qu'il faut, c'est
ça a été dit, selon les territoires, aller chercher les bonnes technologies, les bonnes solutions, les mettre en application. Mais aujourd'hui, on a, ça a été dit, l'école de l'eau française et en tous les cas, les grandes sociétés d'eau françaises ont aujourd'hui dans leur, je dirais, catalogue, l'ensemble des solutions qui permettent de répondre. Alors justement, quels sont ces outils que vous avez dans votre catalogue, vous, les entreprises de l'eau? On sait qu'il y a à peu près 1 million de kilomètres de réseau d'eau potable en France. C'est quoi vos solutions pour répondre aux besoins des collectivités? C'est quoi? On parle de digitalisation, on parle de réutilisation, on parle de connaissance patrimoniale des réseaux, d'expertise en gestion de crise. Allez-y, racontez-nous. En fin de compte, on va travailler sur les deux tableaux, celui de la préservation de la ressource, ou en tous les cas, comment cette ressource on est capable de la gérer. Et là, la réutilisation des eaux est une bonne, je dirais, une bonne solution, parce que c'est une façon d'amener, il faut avoir en tête, je crois que sur la planète, que 80% des eaux usées sont rejetées sans être traitées ou réutilisées. Bon, ben voilà, ça veut dire que là, on a une manne, notamment sur les zones côtières, puisqu'on sait très bien que sur ces stations d'épuration, les rejets vont directement à la mer. Là, on a des volumes conséquents qu'on peut réutiliser sous couvert que ce soit compatible avec les débits d'étiage et puis la biodiversité, etc. Mais c'est tout, on peut la réutiliser. La réutiliser, c'est une façon de diminuer la pression sur la ressource. Donc là, c'est le volet, la capacité à travailler sur la ressource, quantité, qualité. Cette réutilisation, juste, j'ouvre une parenthèse, cette réu, donc, au sein des stations d'épuration, le recyclage des eaux usées concerne 90% de l'eau distribuée en Israël, 15% en Espagne, seulement 1% en France. Il y a une manne dont on ne profiterait pas. Et pourquoi, Christophe Tanguy? Aujourd'hui, on a une manne, on a un volume disponible. Je pense que, Laurent Brunet pourrait éventuellement compléter mes propos, je pense qu'aujourd'hui, on a, ça a été dit, il y a des décrets, il y a des arrêtés qui sont quand même complexe. Preuve en est, c'est qu'on peut avoir une double grille de lecture par rapport à la gestion des eaux pluviales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un élément de fond, c'est qu'on a une réglementation qui est assez dure, et on peut la comprendre parce qu'il y a des sujets de qualité sanitaire, de préservation de la santé, et je pense qu'on ne peut pas, je dirais, écarter cette partie-là, mais on a probablement, effectivement, la possibilité d'y mettre un peu de souplesse et de promouvoir un peu plus cette réutilisation. Et là, effectivement, les 1% peuvent largement, je dirais, évoluer de façon significative et contribuer, je dirais, à la réponse, à une réponse par rapport à cette problématique de sécheresse et donc de disponibilité d'eau. Je vous ai interrompu, pardonnez-moi, tout à l'heure, Christophe Tanguy. Vous voulez rajouter quelque chose sur la réutilisation? Je vous vois lever votre micro. Oui, je vous donne la parole, Christophe. Oui, moi je pense que les mises en garde ont été évoquées, mais je tiens à appuyer là-dessus. C'est la question des milieux aquatiques. Si sur la réhute côtière, elle peut avoir son intérêt, elle ne pourra pas l'être partout, sur tous les territoires français, puisque le rejet des stations d'épuration fait du soutien d'étiage en cours d'eau, notamment l'été. On parle bien de la pression de ces usages-là en été, là où elle est la plus forte, et donc on ne pourra pas le déployer partout. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et la question, moi, c'est celle des besoins, des usages. Pourquoi on fait ça, en fait? Il y a la question du pourquoi, la question du financement, qui va payer, selon quel usager ça va profiter. Troisième table ronde. Voilà, donc la question du financement, évidemment. Donc je pense que c'est pas forcément... Ça va être une solution, mais pas l'alpha et l'oméga de tout, quoi. Alors, on a parlé de la réutilisation, je vous avais interrompu, justement, Christophe. Il y a d'autres outils. Il y a des fuites dans les réseaux, des chiffres hallucinants, des pourcentages à 2 chiffres, 20% je crois d'eau qui disparaît. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous? Comment profiter quelque part de ce 21e siècle bourré de tech et d'intelligence artificielle? Donc effectivement, alors sur ce volet technique, en fin de compte, on va l'aborder de deux façons. On va revenir sur les usagers. Comment les usagers, on est capable de leur mettre à disposition tous les jours des informations qui leur permettent de bien suivre leur consommation. De la télérelève, par exemple? La télérelève, donc ces fameux compteurs intelligents qui permettent aujourd'hui à un usager, qu'il soit domestique, qu'il soit industriel ou autre, d'avoir de la lisibilité en temps réel. Le micro s'était coupé, en quasi-temps réel sur ses consommations. Tenir mettez votre main en haut, comme ça va. Comme ça, là non, ce qui est une petite antenne en bas qui fait que ça brouille. Voilà. C'est technique. Voilà, là, je suis plus très jeune. C'est trop compliqué pour moi, ça. Pourtant, donc voilà. Dans les réseaux, vous. Oui. Voilà. Donc voilà, tous ces éléments-là qui permettent aux usagers individuels de pouvoir avoir un vrai suivi. Et ces compteurs intelligents, c'est un élément extrêmement important parce que je considère que c'est une façon, ou en tous les cas la fédération, de responsabiliser.
on ne pourra plus dire avant, je ne savais pas. Si, vous pouviez savoir, puisqu'on vous a mis à disposition des éléments. Ensuite, si je reviens sur les éléments structurants, oui, bien évidemment, les rendements de réseau, la performance réseau, et c'est là où aujourd'hui il existe un certain nombre de technologies qui permettent de réagir au plus vite au niveau des fuites, de les réparer. Mais des capteurs? Alors, on a des compteurs qui vont mesurer, on va avoir des capteurs de pression qui vont nous aider à mieux appréhender le mode de fonctionnement du réseau. Mais ça, c'est, je dirais, dans le quotidien. Je pense qu'il y a un autre facteur qui est extrêmement important et qui doit, je dirais, nous aider à accompagner les collectivités dans la gestion intelligente de leurs investissements, puisque il faut bien rappeler que les réseaux appartiennent avant tout aux collectivités, n'appartiennent pas aux opérateurs. C'est comment est-ce qu'on les aide à faire un renouvellement ciblé et intelligent au sens le juste rapport entre l'investissement et le nombre de volumes que je vais pouvoir ainsi récupérer qui ne seront plus perdus au travers de fuites. Et aujourd'hui, que ce soit les capteurs, que ce soit les modèles hydrauliques ou l'intelligence artificielle, on est en mesure aujourd'hui d'apporter des vraies solutions et d'avoir un vrai accompagnement au travers des collectivités. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on parle de technologie, mais il y a quand même un élément de fond, c'est on sait que les collectivités ont aujourd'hui, comme tout le monde, des vrais sujets de budget et autres, et c'est vraiment de leur apporter le juste équilibre entre l'investissement et le retour sur investissement. Alors ça peut paraître saugrenu de parler de retour sur investissement, mais aujourd'hui, le retour sur investissement, c'est les mètres cubes que l'on va préserver en investissant de façon ciblée. Vous avez mesuré, vous avez estimé le nombre de millions de mètres cubes qu'on pourrait économiser grâce à la digitalisation, grâce au réseau intelligent, grâce à la télérelève, grâce peut-être aussi au fait de jouer sur la pression aussi. En tout cas, je vous lance cette piste aussi. Non, aujourd'hui, comme ça, je pense que donner un chiffre, ça n'aurait pas de sens, parce qu'en fin de compte, je pense que ça dépend aussi du territoire. Vous avez aujourd'hui des territoires qui ont d'excellents rendements de réseau, pour lequel on peut continuer, même s'ils sont très hauts, on peut continuer à aller chercher des points supplémentaires parce que ça peut être facile, etc. etc. Puis j'avais dans la tête 60 millions de mètres cubes d'eau économisés. Voilà, je sais pas si je fasse un calcul rapide avec mes collègues, mais ça me paraît... comme ça, je ne peux pas vous donner de chiffres, je vais dire des bêtises, et puis ça va être repris après partout, et puis on va dire que Christophe Tanguy dit des bêtises, donc je vais surtout pas m'exposer. Morgane Prix, est-ce qu'il y a une solution miracle à vos yeux ? Non, sinon on l'aurait déjà. Non, j'entends effectivement la technologie, j'entends les critiques sur les retenues de substitution ou sur la réutilisation. Pour moi, il faut se garder d'une part de tout tabou et d'autre part de tout dogmatisme en la matière. Il n'y a aucune solution miracle. Et c'est pour ça que je reviens vraiment sur la logique territoriale. C'est dans chacun des territoires, il y a des solutions qui fonctionneront à certains endroits. Il y a des solutions qui ne fonctionneront pas sur ces mêmes endroits. Donc c'est vraiment aller chercher les choses adaptées. Je crois faire aussi, du sur-mesure, faire de la haute couture quelque part, quoi. Oui, faire du sur-mesure avec effectivement les limites qui ont été évoquées tout à l'heure. C'était quand même à chaque fois c'est de se projeter dans une approche globale, donc d'aller chercher aussi l'aménagement du territoire, de ne pas s'interdire de re-questionner l'aménagement du territoire, sûrement d'aller chercher les sciences sociales pour aider, parce que effectivement j'entends la technologie pour amener des choses sur les économies d'eau, mais elles se feront les économies d'eau que si les gens changent leur comportement. Or, pour changer leur comportement, il ne s'agit pas juste de mettre une publicité ou d'avoir connaissance. Et je pense que ça, Christophe Tanguy en est tout à fait d'accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, par exemple, je ne sais pas, la question que je vous pose à tous les trois, des bâtiments économes en eau, comme on a des bâtiments économes en énergie? Je ne sais pas, c'est Christophe Tanguy. Oui, ça existe déjà. Aujourd'hui, si vous reprenez, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, si vous prenez des pays comme effectivement les États-Unis et des États qui sont très 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 exposés à cette problématique-là, ils ont déjà développé cette notion de bâtiment autonome entre guillemets, dans lequel effectivement on a une recirculation, une réutilisation d'eau. Parce que ça a été prévu dès le départ, parce qu'il ne faut pas oublier le côté structurel, il faut que les tuyaux, les canalisations aient été posés, je dirais, dès le départ du projet, mais bien évidemment, et en Europe, aujourd'hui, il existe déjà des premiers cas, et ce sont des sujets sur lesquels on peut que je dirais, imaginer que ça va se développer de plus en plus. On parlait tout à l'heure des eaux pluviales, et pourquoi, pour moi, c'est un élément qui va se développer, c'est que la problématique de l'eau, ça a été dit, il y a quand même un sujet de changement climatique. Ouais. Or, le changement climatique amène à une augmentation des températures dans les villes. Si on pousse la température dans les villes, on arrive sur les îlots de fraîcheur. Pour avoir des îlots de fraîcheur, il faut avoir des végétaux. Pour avoir des végétaux, à un moment donné, il va falloir de l'eau. Donc, tous ces sujets de récupération d'eau des bâtiments
vont nous amener, et le lien est intime entre le bâtiment autonome et l'écoquartier ou l'îlot de fraîcheur. Donc oui, bien évidemment. Encore un ou deux points avant de vous donner la parole dans la salle. Vous nous disiez il y a quelques instants, Morgane Priol, il faut privilégier les solutions locales, bien entendu, parce qu'évidemment, ce qui se passe en Alsace n'est pas la même chose que ce qui se passe en Bretagne et en Occitanie, par exemple. Ça veut dire que la gouvernance, elle doit rester locale. Pour l'instant, ce sont les autorités locales qui ont la gouvernance de l'eau. Ça ne doit pas bouger, à votre avis? Je vous pose la question à chacun, chacune. Morgane Priol, un mot, s'il vous plaît. Moi, en tout cas, je reste convaincue que les commissions locales de l'eau sont un bon endroit pour discuter d'un certain nombre des sujets. Alors après, ça n'empêche pas le rôle régalien, hein. Donc l'État a effectivement son rôle, notamment en gestion de crise et dans le cadrage général. Mais je trouve que la question de la démocratie locale et de la construction du projet de territoire en lien avec l'aménagement, avec des collectivités qui verront de plus en plus les choses de manière transversale, hein. On l'a évoqué plusieurs fois, les questions sont très liées entre l'eau, l'énergie et le mode de vie. Donc il faut pouvoir prendre en compte l'ensemble et se projeter à ce niveau-là. Donc moi, j'en suis convaincue. Charlène Descolonges. Bah oui, je rejoins tout ce qui vient d'être dit là. On n'a pas, comme on dit, de solution unique. Je pense que c'est important de comprendre que là, on est face à des défis que l'humanité n'a jamais affrontés jusqu'à maintenant. Donc on doit être ambitieux et on doit aussi se permettre de changer de modèle, donc de concevoir la gestion de l'eau de manière différente. Peut-être même la concertation, la faire évoluer un peu en intégrant un peu plus la question de la démocratie participative qui va tendre à se développer davantage. Et je suis assez convaincue, comme Morgane Priol, qu'on va s'appuyer très largement sur les outils commissions locales de l'eau qui seront plus à même d'apporter des solutions adaptées au territoire. Christophe Tanguy, de la Fédération des entreprises de l'eau. Oui, la problématique est un sujet de territoire. Je pense que le petit bémol que je mettrais, c'est quelle définition on va donner au terme local au regard du territoire et du bassin versant. Et la vôtre, par rapport quelle est cette définition, vous alors, par exemple? Pardon ? Je disais, il y a des emboîtements d'échelle. Donc effectivement, voilà. Je suis d'accord avec vous, il y a sûrement un échelon plus local et après, il y a des choses à aller chercher à différentes échelles pour croiser. Et notamment, la question de l'eau potable est souvent gérée à des échelles plus larges que celle du bassin versant. Et ce qui m'amène d'ailleurs à dire qu'il y a des endroits où il y a encore des efforts de structuration des collectivités aussi à mener pour pouvoir relever les défis. Bon, en un mot, vous êtes optimiste ou pas? Morgane Priol. Je suis raisonnablement confiante dans la capacité de l'homme à trouver des solutions. Charlène Descolonges. Là, la COP28, elle quand même nous plonge dans un scepticisme assez prononcé, on va dire. Moi, je reste assez convaincue que les solutions, elles seront adaptées aux échelles territoriales. Mais la question de la résilience, parce qu'on va vers des crises et donc il faut se préparer. Christophe Tanguy, optimiste? Moi, je suis toujours optimiste, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Par contre, on a effectivement, je pense, ça a été dit tout à l'heure, il y a un vrai sujet de prise de conscience. Ouais. Et comme ça a été dit, c'est pas parce qu'on va mettre effectivement tous les outils que les gens vont spontanément y aller. Donc, on a malheureusement, je pense, l'obligation de vivre encore quelques crises un peu sévères pour que progressivement la bascule se fasse. Après, je suis optimiste parce que je considère qu'on a tous les éléments pour pouvoir répondre aux différentes problématiques, faire du sur-mesure et territoire par territoire, trouver l'ensemble des solutions qui permettront en tous les cas aux collectivités et à se sortir d'une situation compliquée. Question pour Christophe Tanguy, Charlène Descolonges ou Morgane Priol. Question courte, réponse courte. On va essayer d'en prendre un maximum. Voilà, les mains se lèvent au fond. Allez-y, madame, monsieur. Je n'ai pas de préférence. Allez, madame, allez-y, levez-vous, présentez-vous d'un mot et puis vraiment une question courte. Hein. Oui, bonjour. Oui, ça marche, on vous entend, madame. Bonjour, Nelly Lecor pour la FNSEA, donc le syndicat agricole. Je me permets du coup tout d'abord de remercier la FP2E pour son invitation large des différents acteurs de l'eau. 3 questions ou 3 remarques rapides. Tout d'abord, oui, au niveau agricole. Une question. Très très vite du coup. Que tout le monde puisse prendre la parole, madame. C'est une règle du jeu. Voilà. Sur les usages, on progresse aussi au niveau agricole. 30% d'économie d'eau, comme les autres acteurs, et on continue à le faire. Sur le dialogue, on est aussi moteur et volontaire. Je me permettrai juste de rappeler que le secteur de méga-bassines, c'est un secteur où il y a eu un gros travail de PTGE, de discussion au niveau local, initial. Et du coup, ma question, c'est comment vous voyez de concilier notre souveraineté alimentaire,
dans le cadre de la planification écologique, les fortes attentes en termes de biomasse pour répondre aux différents enjeux et en sachant qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau, qu'elle soit pluviale, c'est notre utilisation prioritaire, mais on peut aussi avoir besoin d'autres solutions. Peut-être Charline Descolonges, ingénieure hydrologue, pour répondre à Madame de la FNSEA, qu'on remercie bien entendu. Merci pour votre question. Ça va être dur de faire court, on va essayer. Les évolutions des chiffres, je ne suis pas très d'accord avec vous. On est toujours autour de 3 milliards de mètres cubes, ça n'a pas beaucoup changé depuis 10 ans. D'une manière générale, les données sur les prélèvements agricoles sont très peu connues. On a du mal à les connaître. Et puis la souveraineté alimentaire, vous venez de le dire, c'est des modèles qui ne sont pas justement destinés à la résilience alimentaire des territoires. Si ces retenues étaient faites pour alimenter une population locale, ça le saurait. Et je crois vraiment à un changement de pratique. Alors, les événements l'ont montré que, en fait, il n'y a pas eu d'engagement fort de la profession agricole pour changer les pratiques, notamment au regard des pesticides. Et pourtant, c'est un sujet qui est de plus en plus préoccupant pour la qualité de nos ressources. Donc, je pense qu'il y a vraiment un sujet. Et puis voilà, là, on est vraiment au carrefour de toute cette question de partage de modèles. Et pour finir sur la biomasse, on est encore une fois, il y a aussi un sujet sur la question de l'occupation des sols qui est menacée évidemment par l'artificialisation des sols, mais aussi l'occupation de plus en plus grande de biomasse pour donc quid de évidemment la résilience alimentaire des territoires, la résilience énergétique. Bref, on comprend que c'est très compliqué, mais il y a besoin encore une fois de concertation. Et même s'il y a eu PTGE, PGRE, Commission locale de l'eau, ça n'a pas empêché ces conflits très violents autour de ces modèles-là. Donc je pense qu'il y a, et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne le confirme, besoin aussi de se rapprocher de la profession agricole en allant très large, d'interroger toutes les formes d'agriculture, de les mettre autour de la table et de ne pas favoriser une forme d'agriculture par rapport à une autre. Alors justement, l'Agence Loire-Bretagne, c'est Morgane Priol. Oui, dans la souveraineté alimentaire, il y a l'alimentation locale et puis il y a effectivement, quand même, la France est aussi exportatrice. Donc on a des questions sur le modèle agricole. Je pense qu'il y a matière à répondre positivement aux deux, c'est-à-dire à la fois d'avoir une production saine et durable qui préserve notre environnement et qui soit bénéfique aux consommateurs et effectivement qui permette aux agriculteurs d'en vivre dignement. On a matière à trouver les solutions, il y a y compris là des solutions techniques, je pense aux techniques de conservation des sols, toute l'agriculture de conservation des sols, tout ce qui est agro-environnement et on voit avec par exemple les haies qui jouent un rôle majeur sur la question de l'eau et sur la question de la biodiversité et sur lequel on a des attentes. Après, juste localement, on a forcément beaucoup de débats sur le monde agricole et je les remercie d'être en général présents dans les commissions locales de l'eau parce que ça permet effectivement de construire. Et selon les hommes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on trouve ou on ne trouve pas des compromis et on les fait tenir ou pas. Et donc sur les retenues de substitution, dans le cas du Sud-Vendée, il y a des retenues de substitution qui ont été créées. Ça a permis d'une part des économies d'eau et d'autre part un début de transition agricole. C'est peut-être pas suffisant encore parce que ça ne répond pas sur la qualité de l'eau. On reste avec des taux de nitrate importants, mais on a eu un relèvement des niveaux des nappes dans le marais de plus d'1 mètre. Donc sur le plan quantitatif, on a des résultats. C'est juste ça pour illustrer que c'est parfois compliqué. Donc ce modèle, en tout cas cette solution-là, elle a fonctionné. Elle apporte un certain nombre de résultats, pas encore suffisants, peut-être qu'il faudra encore d'autres étapes, mais c'est un premier pas sur le Sud-Vendée. Et effectivement, en Deux-Sèvres, il y a eu un compromis et depuis, c'est un peu plus compliqué puisque ce compromis ne tient pas dans la durée. Mais je pense qu'il faut se garder de généraliser et regarder chaque situation. C'est souvent plus complexe qu'on point sur lequel vous insistiez. Monsieur, question s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oui, ça marche, allez-y, je vous en prie. Bonjour, Rémi Lance, Suez. Je vais rebondir sur votre réponse. Enfin, ça a été la question que je comptais poser. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les décisions politiques permettent de durer dans le temps ? Je pense à deux solutions là, qui ont été abordées. Madame a parlé du modèle de l'agriculture. Comment est-ce qu'effectivement, au-delà d'une échéance électorale, on tient sur des changements de type d'agriculture adaptés à chaque région et à l'hydrologie de chaque région. Une consommation de l'agriculture qui ne consomme pas en plein été, par exemple, du maïs, dans certaines régions. Et au-delà de ça, on a parlé des fuites tout à l'heure.
On sait que le taux de renouvellement des réseaux est bien insuffisant depuis des années. Et comment est-ce qu'on fait pour que des politiques puissent planifier ça au-delà d'un mandat électoral? De dire qu'il ne faut pas attendre le mandat suivant et que ça doit être une politique de long terme et récurrente. On a un problème planétaire qui va durer longtemps. Il faut que ce problème, on puisse le gérer finalement au-delà des cycles électoraux qu'a très bien décrit il y a un instant ce responsable de Suez. Un mot, Morgane Priol, et peut-être Christophe Tanguy ensuite pour enchaîner, s'il vous plaît. Je crois que c'est une question de conviction et de dialogue entre les hommes qui sont au pouvoir dans les différentes structures. Et donc, ça a créé localement. Il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche moins bien. Et je pense que sur la question des schémas, en tout cas de la question des fuites et de du renouvellement et de la gestion patrimoniale, je pense que quand même les schémas directeurs à échéance 10 ans et qui sont régulièrement refaits doivent permettre quand même de donner des lignes qui soient tenues dans la durée. Christophe. Ouais, je pense que par rapport à cette partie-là, on a quand même aujourd'hui des territoires sur lesquels des collectivités, sur plusieurs années, avec probablement des changements aussi de gouvernance et de politique, qui mènent depuis plusieurs années des vraies politiques d'investissement. Donc ça veut dire que ça existe, ça donne des résultats. Je pense qu'à l'instar de l'usager sur le fait qu'à un moment donné ça switch, il faut qu'on soit probablement patient, il faut probablement qu'on vive encore des périodes compliquées pour que progressivement l'ensemble des territoires, l'ensemble des collectivités se mettent à planifier sur le long terme. Mais je veux dire, de façon positive optimiste, ça existe, il y a des endroits, et je pense que si on regardait d'un peu plus près les collectivités qui aujourd'hui font et présentent, je dirais, des résultats significatifs en matière de rendement de réseau, on verrait probablement que ces territoires, depuis 20 ans, 30 ans, ont eu cette politique d'augmentation progressive du prix de l'eau et puis d'une stratégie d'investissement régulière. Donc ça existe, il n'y a pas de raison que ça ne se mette pas ailleurs. Par contre, il est clair que ceux qui sont très en retard, il va y avoir un électrochoc parce que ça va se traduire par une augmentation du prix qui, elle, risque d'être un peu significative les premiers temps.